Ouais, bonsoir Paris! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour la quatrième étape du Tour de l'Histoire. Et oui, c'est dingue, ce n'est ni un combat de boxe ou un combat de catch, bien sûr, c'est une conférence d'histoire, donc quelle ambiance, merci beaucoup. On est ravis d'être là pour cette quatrième étape donc sur la révolution haïtienne. C'est absolument génial, le Tour de l'Histoire. Je le rappelle, c'est évidemment un cycle de conférences autour des révolutions. On va dans les universités. Nous avons fait Strasbourg, Nantes, Lille. Ce soir, du coup, nous sommes à Paris 8 et demain, nous terminerons avec Bordeaux, bien sûr. Mais Paris, est-ce que ça va? Quel plaisir! Quel plaisir, évidemment. On espère que le chat, ça va bien aussi. Vous êtes chaud, évidemment. Ça fait super chaud au cœur. Donc, évidemment, ce live, c'est l'idée de démocratiser l'histoire, de parler de sujets que peut-être certains ont un peu oubliés parce que voilà, les cours de collège, de lycée sont un petit peu lointains, pour faire aussi plaisir aux étudiants universitaires, puisque moi aussi, j'ai été étudiant, et pouvoir comme ça avoir des historiens, des historiennes qui prennent 1h15, 1h30 pour discuter avec nous, c'est le but. Donc, je le rappelle, évidemment, pour les gens qui nous rejoignent sur le live. Donc on va passer 1h15 ensemble avec notre invité pour parler de la révolution haïtienne ce soir. Les gens dans la salle, je le rappelle, vous aurez aussi le QR code qui s'affiche déjà si vous voulez poser vos questions tout au long de notre échange, de notre discussion, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin. Et je vous promets aussi qu'on va tenter de garder 15 minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions également au micro. Parce que je sais comment ça se passe en général dans les conférences d'histoire, c'est soit on mange les 15 minutes, soit il y a des vieilles personnes au premier rang qui posent des questions pendant 15 minutes. Donc voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse poser aussi ses questions et qu'on puisse passer un bon moment toutes et tous ensemble. Vous êtes chaud? Allez, mesdames et messieurs, on est parti donc pour parler de cette révolution haïtienne. Donc, le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance de l'ancienne colonie française de Saint-Domingue, devenant ainsi Haïti. Une indépendance d'une révolution qui a commencé en 1791. Hier, nous étions à Lille pour parler d'ailleurs de la Révolution française, débutée, elle, 2 ans plus tôt, en 1789. Si l'on pourrait s'interroger sur l'impact des événements dans l'Hexagone, dans la lointaine colonie des Antilles, il nous semble aussi important de saisir le séisme qu'a représenté l'indépendance de cette république d'hommes et de femmes noirs, libres anciennement esclaves. La Révolution haïtienne, son histoire et ses répercussions, c'est le thème de notre conférence de ce soir. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, comme je le disais, nous devions avoir Claire Boris Mariotti qui devait être avec nous. Malheureusement, donc, qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu se rendre disponible. On pense bien fort à elle ce soir, mais celui qui a décidé de la remplacer, celui qui est notre joker de luxe ce soir, mesdames et messieurs, je vais demander de vous lever pour lui, bien sûr, pour faire un maximum de bruit. Vous pouvez l'applaudir. Il n'est pas, effectivement, il est notre remplaçant, vous pouvez me rejoindre. Il est avec nous, il est celui qui défendra la révolution ici à Saint-Denis, Université Paris 8. J'ai nommé le navigateur Boris Le Sueur, s'il vous plaît. Magnifique. Ambiance... Vous allez bien? Ambiance Ancien Régime, Jean-François Rameau. C'est vrai. Parce que ça commence avant 1789 avec l'Hercule colonial ou la perle des Antilles, Saint-Domingue. Merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez vous asseoir, Boris, et donc on va pouvoir commencer à échanger. Bienvenue à ceux qui arrivent et qui nous rejoignent bien sûr en cours. C'est le quart d'heure parisien, j'en ai un peu l'habitude. Voilà. Les gens arrivent un petit peu en retard, mais prenez votre temps et installez-vous. Boris, comme je disais, donc, on va en profiter, on va parler donc d'un sujet que vous connaissez bien. Nous allons parler de la révolution haïtienne. Alors, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui ont l'habitude de ces formats de live histoire, la question qu'on adore poser, la première question qu'on aime poser pour un peu mieux connaître notre invité, celui qui va un peu nous abreuver de son savoir, bien sûr, c'est quel a été... donc je le rappelle, vous êtes quand même... Voilà, je vais quand même en profiter pour vous rappeler, vous êtes professeur à l'ICP, vos travaux portent sur notamment l'histoire maritime et coloniale française, donc notamment sur Haïti. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet, Haïti, mais aussi votre sujet de recherche sur la marine et sur l'armée coloniale? Alors, de manière un peu paradoxale, parce que j'ai répondu à une espèce de commande, il s'agissait de rédiger un historique
Donc parfois, quand on est étudiant, on n'a pas vraiment le choix. Des autorités supérieures vous demandent d'écrire quelque chose. Et j'ai été envoyé comme ça au service historique de la Défense à Vincennes. Et j'ai découvert l'existence de cartons d'archives à peu près inexplorés concernant l'existence de troupes coloniales sous l'Ancien Régime. Troupes coloniales, compagnie détachée de la marine qu'on connaît souvent bien pour le Canada, mais également pour les Antilles, avec l'existence également de régiments d'infanterie coloniale, et aussi une particularité qui est le recrutement d'hommes de couleur, de noirs, notamment pour la guerre d'indépendance américaine. Les chasseurs libres de Saint-Domingue ont participé avec le comte d'Estaing aux opérations amphibies menées par la France depuis Saint-Domingue. Donc une certaine complexité à la fois sociale, qui sont-ils, et par, en quelque sorte, le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire l'institution militaire, ça permettait de comprendre dans sa globalité toute la société coloniale. Le grand historien de l'histoire romaine, Paul Venn, disait que par les jeux du cirque, on pouvait comprendre l'Empire romain. Oui, c'est ce que je vais vous demander, un truc qui est très compliqué, c'est de tenir le micro. Parlez plus fort. Non, parlez juste dans le micro. le micro. Le petit tip que j'ai, c'est de mettre le micro sur le menton. Et en général, après, c'est parfait. On va perdre en gestuelle. on va continuer avec une main, on va essayer. Et donc, de ce travail, de cette exploration des archives, d'ailleurs, il en reste énormément, avec des cartons entiers qui sont consacrés à des vrais sujets, comme l'absence de boutons pour les uniformes, le non-respect du règlement, les soldats qui font le mur. Mais par-delà, c'est chose complètement anecdotique, c'est s'ils font le mur, c'est pour vivre dans la société, pour aller rencontrer les femmes, pour aller dans les tavernes. Ils sont facteurs d'insécurité, ils se battent, ou ils font plein d'autres choses. Et il y a une espèce de cliché du monde colonial de manière un petit peu originale et différente. Et on va essayer de le découvrir un petit peu avec vous. On a les boutons, hein, bien sûr. J'espère que certains étudieront les boutons dans l'armée coloniale du Premier Empire français. C'est important. On va revenir un petit peu sur donc, ce qu'est et le contexte un petit peu de cette révolution haïtienne. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on commence par une image qu'on va vous afficher ici. C'est l'incendie du Cap, révolte générale des nègres, massacre des Blancs. Donc c'est une image qui est bien plus tardive des événements. C'est celle-ci. Pourquoi? C'est sûrement l'image aujourd'hui la plus connue de la révolution haïtienne. Pourquoi? Alors, c'est une image qui participe à une diffusion quasiment populaire par des colporteurs. On pourrait rattacher ça aux images d'Épinal. Cette image a été reprise, elle existe en allemand, elle existe en anglais, elle existe dans toutes séries de langues, parce que c'est un événement en tant que tel, qui passionne en quelque sorte, parce que ça montre à la fois le basculement d'un monde, le monde colonial, on aurait pu croire immuable. Ça montre aussi que des catégories de population qu'on aurait voulu peut-être non actrices sont rentrées dans un mouvement révolutionnaire. Qui plus est, il y a tout un récit par rapport à la violence qui fascine, qui passionne, qui révulse, avec un certain nombre d'archétypes qui est la belle orpheline attaquée, voilà, toute une série de choses qui rentrent en résonance avec un certain imaginaire qui va avoir finalement une longue postérité par la suite. Ça passionne, ça fait peur. N'oubliez pas que, par exemple, Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais a grandi à la Martinique, elle est fille de planteur, qu'il y a toute une série d'intérêts commerciaux, d'intérêts économiques, mais aussi parfois de liens familiaux de part et d'autre de l'Atlantique. Cette histoire, qui est d'abord une histoire finalement française, devient aussi une histoire européenne parce qu'il se passe à Saint-Domingue, mais pourquoi pas à la Jamaïque sous domination anglaise? Pourquoi pas dans la Nouvelle République qui est devenue indépendante en 1776? Une peur des révoltes qui touche finalement à
toute une série de représentations à un système de domination économique et impériale. C'est un événement. C'est un événement qu'on va essayer de saisir, mais c'est important. Et donc, du coup, c'est ce qu'on voulait commencer par expliquer, c'était vraiment les représentations qu'on peut avoir de cet événement qui sont très forts, et même bien des années plus tard. Je disais, il y a sûrement beaucoup de personnes ici qui connaissent peu, ou en tout cas vaguement, ce qu'est Saint-Domingue, ce qu'est la révolte, ce qu'est la révolution haïtienne. Déjà, quand on parle de Saint-Domingue, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est exactement Saint-Domingue, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle? Alors, la Saint-Domingue des Français commence avec le traité de Ryswick en 1697, c'est-à-dire quand Louis XIV fait reconnaître par la monarchie espagnole l'occupation de la partie ouest de Santo Domingo. Saint-Domingue, à partir de là, est divisé en une partie française et une partie espagnole. À Saint-Domingue, il y a un certain nombre de terres qui sont encore inexploitées, et Saint-Domingue va connaître rapidement, dès les années 1710-1720, une entrée rapide dans un système d'exploitation esclavagiste à partir d'habitations sucrières. Saint-Domingue devient, dès les années 1720-1740, le premier lieu de production de sucre atlantique, avec une expansion à la fois économique, mais aussi en termes de domination de l'espace. Au fur et à mesure, on défriche et on reproduit ce système de l'habitation. On reproduit aussi ce mode d'exploitation esclavagiste, et Saint-Domingue atteint quasiment 500 000 habitants à la veille de la Révolution. Sur ces 500 000 habitants à la veille de la Révolution, 5% correspondraient à une population d'origine, on va dire, européenne. Un peu plus de 5%, mais ils sont complètement minorés parce que ça pose un véritable problème par rapport à l'ordre colonial. C'est ce qu'on appelle les libres de couleur, qui sont métissés très largement, pas toujours, mais qui, dans ce système qui est à la fois esclavagiste mais aussi profondément ségrégationniste, ont acquis une liberté. Et la masse de la population, plus de 90%, c'est une population esclave. Saint-Domingue est, à la fin du XVIIIe siècle, le premier lieu de destination de la traite atlantique. Pour la France, mais aussi pour les autres pays? En termes de volume. Ah oui, d'accord, ok. En termes de volume, parce que c'est là qu'on va réussir à vendre. Alors, je vais assumer une certaine forme de violence, sa cargaison humaine, parce que c'est un lieu où finalement, en pleine expansion, et on est sûr de vendre. En théorie, une traite qui est réservée à des amateurs français. Alors, le principal port de traite français, c'est Nantes, mais pas simplement, parce que tout le monde s'y met un peu. C'est Bordeaux au deuxième rang, mais ça va être aussi Saint-Malo, ça va être Marseille, ça va être Dunkerque, Le Havre, et aussi des étrangers qui voient toute une série d'opportunités, finalement, à faire également ce commerce. Je voudrais sortir ici d'une représentation très scolaire qui est celle du trafic dit triangulaire. Parce que c'est s'interdire de réfléchir sur les enjeux économiques et sur finalement l'ampleur des transferts à la fois financiers de marchandises. Les principaux trafics qui arrivent à Saint-Domingue, ce sont des trafics dits en droiture. C'est des navires qui viennent directement, par exemple, de Bordeaux, en direction de Saint-Domingue, qui viennent directement parce qu'ils sont porteurs de vivres, de nourriture, de textiles, qui sont porteurs de vin, d'alcool. Ces navires sont très importants parce qu'ils vont repartir avec, bien sûr, la production sucrière, la production caféière qui tend aussi à apparaître, notamment dans les régions un petit peu plus montagneuses. Et une grande partie de ce sucre ou de ces produits qui arrivent, par exemple, à Bordeaux, sont redistribués ensuite dans le reste de l'Europe, notamment en direction de la Baltique. Saint-Domingue est également lié à l'Amérique du Nord,
parce qu'il y a la proximité géographique et notamment anciennement les 13 colonies, puis les insurgents, puis la République américaine. Il y a une véritable complémentarité des productions. Par exemple, la production de riz, c'est aussi le bois, c'est aussi le poisson séché. Et il va y avoir un trafic avec l'Amérique du Nord qui va s'installer, où les Nord-Américains vont apporter finalement les produits de leur agriculture en échange d'un certain nombre de, on va dire, de résidus. C'est la mélasse, c'est aussi le rhum, dont eux, ils font une utilisation, parce que le rhum, on n'a pas le droit de l'exporter en direction de la France, parce que ça risquerait de concurrencer nos producteurs de cognac, d'armagnac, etc. Complémentarité des économies, c'est un trafic qui est extrêmement intense. On parle de plusieurs centaines de navires par an, des ports qui sont pleins, avec une économie atlantique qui est extrêmement complexe, mais qui anime, je vais peut-être terminer juste ce point, tout l'arrière-pays de Bordeaux, le long de la Garonne, où vous avez un artisanat, vous avez des productions agricoles qui sont destinées aux marchés coloniaux, au premier chef desquels Saint-Domingue. Donc vraiment, effectivement, c'est un peu plus compliqué que simplement 3 points très précis, mais effectivement, il y a une vraie complexité. Et Saint-Domingue est, on va dire, un point très important dans cette économie. On vous avait remis aussi une image pour représenter un type d'habitation sucrière aux Antilles, parce qu'évidemment, c'est ça aussi qui fait vivre notamment à Saint-Domingue. Il me semble que c'était pas exactement à Saint-Domingue, mais c'est dans ce genre un peu de lieu c'est dans ce genre d'exploitation. On parlait des esclaves tout à l'heure, des colons, qu'on exploite notamment cette économie, notamment sucrière. Alors, cette image, elle est intéressante parce que elle est issue du supplément de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où dans l'inventaire des sciences, des techniques, on présente finalement une habitation, une plantation sucrière. L'encyclopédie, c'est passionnant. Il y a plus d'une centaine d'articles qui évoquent l'esclavage. 13 auteurs différents qui l'évoquent. Avec des auteurs, par exemple Jaucourt, mais aussi Diderot, qui prennent parti. Là, ici, ce qu'on décrit, c'est une certaine complexité, finalement, du système. Parce que ce que vous allez voir au premier plan, vous voyez des espèces de vaches, de bœufs. C'est la partie qui n'est pas mise en culture, du moins pas de manière permanente, la savane. Les champs cultivés avec la canne sont tout à fait en arrière-plan. On est obligé de laisser une partie non cultivée pour le renouvellement des sols, c'est un petit peu compliqué, et puis tout n'est pas cultivé. Les bâtiments que vous voyez de ce côté-là, c'est les bâtiments techniques, avec la meule, avec la purgerie, avec toute une série d'éléments. Il y a un processus industriel qui est déjà en place, ce qui nécessite un certain investissement économique. Tout à fait de l'autre côté, dans la hauteur, c'est la maison d'habitation ou la maison de maître. Alors parfois, il faut se départir aussi d'un certain imaginaire, l'imaginaire de la plantation, notamment en Louisiane au XIXe siècle. C'est des conditions un petit peu sommaires, c'est vraiment des lieux de fabrication, où le personnage qui va résider ici va accepter finalement une vie très, très austère. Il est entouré de toute une domesticité. Et en dessous, les petites maisons que vous voyez, c'est le village de Cazes avec les jardins de Cazes. Jardins de Cazes parce que les personnes qui ont été réduites en esclavage cherchent aussi à recréer une vie sociale, et jardins de Cazes, mais aussi peut-être à pouvoir se procurer une partie par eux-mêmes de leur nourriture, une certaine forme d'autonomie. Dans ce schéma tel que vous voyez une certaine complexité. Que se passe-t-il, par exemple, le soir? C'est des grandes inquiétudes. Est-ce que les esclaves vont pas se rassembler? Qui pour danser? Qui pour avoir des pratiques religieuses? Qui pour comploter? Il y a une espèce aussi de paranoïa qui participe de ce système éminemment coercitif. Parce qu'il y a des précédents. Il y a des précédents de révolte, d'esclaves qui n'ont pas voulu obéir. Vous en avez aussi qui quittent l'habitation, qui deviennent ce qu'on appelle des marrons. Alors, un marronnage qui peut être temporaire,
Certains vont mener leur petite vie, aller au marché, toute une série de choses. Et puis, des marronnages aussi qui peuvent être définitifs, c'est-à-dire où ils vont, en quelque sorte, chercher des endroits pour fuir l'ordre colonial. Dans les montagnes de Saint-Domingue, il y a un certain nombre d'endroits où il existe des bandes marronnes, qui à la fois font peur, mais aussi sont fascinantes. Est-ce qu'on va chercher à réprimer justement ces bandes marronnes? Alors, il y a un système, quand je dis de coercition, système de coercition d'une part au niveau de l'habitation, parce qu'il va y avoir, y compris parmi les personnes qui sont esclaves, par exemple le commandeur, c'est en quelque sorte le chef d'atelier, le chef d'équipe, qui accepte ce rôle aussi, mais il a un statut très privilégié. À un niveau un petit peu supérieur, vous avez la milice coloniale. Milice coloniale où la population libre, et là j'assume mon ambiguïté, d'origine européenne, mais qui peut être aussi libre de couleur, masculine, est tenue à un service. Un service militaire, c'est surveiller les ponts, surveiller les carrefours, éventuellement patrouiller, mais aussi, particulièrement les libres de couleur, aller à la traque, à la chasse des marrons. Ah, donc il y a tout un système de tout répression un système en plus aussi de maréchaussée coloniale payée par les fonds de la colonie. D'accord. Et je pense que du coup, on essaie de planter un petit peu le décor. Et je pense qu'on l'a bien fait. On a commencé à bien expliquer ce qu'est Saint-Domingue, le système de domination. On pourrait même revenir sur le Code noir aussi, qui est un système justement qui instaure tout ça, qui le met dans la loi. Mais justement, l'idée, c'est aussi qu'on se concentre un petit peu ce soir sur la Révolution à Saint-Domingue. Et donc, qu'on revienne aussi sur les événements qui vont débuter en août 1791. Mais pour commencer, déjà, c'est une question peut-être un petit peu naïve que je vais vous poser, mais est-ce que déjà les événements qui vont se dérouler en France en 1789 vont avoir un impact sur Saint-Domingue? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de... Est-ce que ça va s'enflammer aussi à Saint-Domingue en 1789? Comment est-ce qu'on observe ce qui se passe dans la métropole? Eh bien, il y a un certain nombre de personnes, notamment des milieux colons, qui vont chercher à obtenir une représentation aux États généraux. Ah oui, déjà. Okay. Dès 1788-1789, que ce soit les assemblées coloniales, mais également un certain nombre de représentants en métropole, notamment à Paris ou à Versailles, cherchent par une forme de lobbying à être représentés. Leur grande hantise, c'est que la question de l'esclavage rentre en quelque sorte dans les débats. Les premiers mouvements abolitionnistes sont créés en Angleterre dès 1787. Vous avez une Société des Amis des Noirs qui est créée à Paris en 1788. Se posent aussi des questions par rapport à l'exclusif colonial, c'est-à-dire que la France entend se réserver le commerce avec sa colonie alors que les planteurs voudraient faire du commerce avec les plus offrants. Se pose aussi la question, mais qui est très générale, de la dénonciation du despotisme ministériel, le terme existe, où un ministre de la Marine d'Ancien Régime se permet de donner des ordres, des directives concernant l'imposition. Vous avez le ministre de Castres, celui qui est très important, notamment pendant la guerre d'indépendance américaine, qui s'est piqué aussi de vouloir réformer un certain nombre d'usages coloniaux, notamment liés au Code noir. Il va recevoir dans le bureau de la Marine à Versailles un libre de couleur qui s'appelle Raymond. Et toutes ces indications, ces rumeurs inquiètent finalement, on va dire, les milieux bien pensants et possédants de la colonie, qui dénonce finalement à la fois l'irresponsabilité gouvernementale, le despotisme ministériel, et qui va chercher avant tout à maintenir une espèce de spécificité législative, que les questions strictement coloniales ne soient traitées que par la colonie, et que finalement les États généraux auxquels on souhaite participer s'occupent finalement de considérations beaucoup plus générales.
Et quand va y avoir du coup les événements de juillet, on va dire vraiment la prise de la Bastille, une fois que les États généraux, on a arrêté l'idée de réforme et on bascule plus vraiment dans le côté de la révolution en France, comment est-ce qu'on le perçoit à Saint-Domingue à ce moment-là? Alors, comment les événements sont perçus à Saint-Domingue? Vaste question. Parce que se pose par exemple la question de... vous avez un planteur de Saint-Domingue qui s'appelle Guy Darcy, qui est présent au moment du serment du jeu de paume, dans la salle. Et ils vont essayer à plusieurs, ils sont 8, à être reconnus par les États généraux, bientôt Assemblée nationale, comme étant des représentants de la colonie. Et très rapidement, vous avez un certain nombre de personnes qui sont connues. Hein. C'est Grégoire, c'est Mirabeau, qui disent, mais écoutez, si on vous accepte, vous êtes des représentants des colons, des Blancs, et quid? Des hommes de couleur. Ah, donc on se pose la question en métropole, quoi. La question est posée très rapidement, dès le mois de juillet 1789. Alors, je ne vais pas non plus, parce que là vous êtes un peu captif, vous faire croire que c'est le sujet principal du mois de juillet 1789 à Versailles puis à Paris, mais c'est un des éléments qui arrivent. Et d'ailleurs, les représentants des milieux coloniaux vont créer à l'hôtel de Massac à Paris un lobby tout à fait organisé, une société de correspondance pour à la fois informer les colonies et Saint-Domingue, pour savoir tout ce qui se passe dans les ports et notamment capter, surveiller l'information. Alors, comment l'Assemblée ou les assemblées coloniales vont réagir? Très rapidement, la révolution elle va commencer un petit peu différemment et vous vouliez la commencer tout à l'heure en 1791. Moi, j'aurais envie de la faire commencer en 1789. Parce que les premières victimes de la révolution à Saint-Domingue, plaf, l'intendant de la colonie, plaf, le gouverneur de la colonie, ceux qui représentaient finalement l'ordre monarchique. Voilà, qui sont obligés plus ou moins de partir, de rembarquer face aux planteurs. Deuxième victime collatérale, toutes les lois prohibitives du commerce. L'exclusif colonial, le planteur, ça leur fait des taxes, on supprime. Troisième chose, c'est que lorsque l'Assemblée nationale finalement commence à aborder véritablement ces questions, elle a donc accepté assez rapidement des députés coloniaux, parmi les représentants du lobby qui étaient en France, va se poser la question de la législation concernant les colonies. On crée un comité des colonies le 2 mars 1790. Assez rapidement, ce comité va orienter les débats pour que toutes les questions relevant notamment des statuts des personnes ne relèvent que des assemblées coloniales et pas de l'Assemblée nationale, dès le mois de mars 1790. Cette situation, les députés n'ont pas vraiment réfléchi à ce qui se passait. Ça crée de profondes frustrations. Et notamment, vous avez un libre de couleur, un métis, qui est à ce moment-là à Paris, qui est profondément déçu, qui s'appelle Auger. Et Auger s'échappe en quelque sorte de la France, il a une vraie fortune personnelle, cherche très certainement à se procurer des armes, et Auger débarque à Saint-Domingue au mois d'octobre 1790, réunit autour de lui à peu près 300 hommes de couleur. Pour certains, ils ont l'expérience de la guerre d'indépendance américaine. D'accord. Et mois d'octobre 1790, l'armée coloniale, les régiments coloniaux interviennent et il y a plus de 300 arrestations, des supplices absolument atroces. Wow. L'idée qui est renvoyée finalement par les autorités de Saint-Domingue en octobre 1790, c'est pas d'égalité des droits. Quand je parle de pas d'égalité des droits, je ne sais pas si j'ai bien été clair, je suis en train de vous parler des hommes de couleur. La question de l'esclavage en tant que telle, elle est durablement esquivée. Donc, en fait, il se passe des choses dès 1790, mais on sent que voilà, on évite en tout cas ces questions-là. La question de l'égalité des droits est très épineuse. Alors, la question de l'égalité des droits est très épineuse parce qu'il y a des chassés-croisés atlantiques. Chassés-croisés atlantiques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes à l'Assemblée nationale
se sont rendus compte qu'ils se sont fait avoir. Et la question revient dès l'année d'après, dès 1791. Et c'est là où vous avez cette fameuse phrase de Robespierre, que périssent les colonies. Allez. Parce que dans un débat, on voudrait faire accepter que finalement, le terme d'esclave soit utilisé. Et que finalement, l'Assemblée nationale inscrive dans le texte que la question de l'esclavage relève des assemblées coloniales. Robespierre, qui est un homme de principe, au moins en termes de parole, se dresse contre ça. Donc on va trouver un compromis, on va parler des non-libres. Voilà. Mais finalement, l'honneur est sauf au niveau de l'Assemblée nationale et c'est renvoyé finalement dans cette question. Cette question, elle est renvoyée, donc on est en 1791, encore une fois, aux assemblées coloniales. Sauf que, d'abord, à Paris, on n'est pas content du tout. Il y a des partisans de la liberté. Je vous ai parlé de Grégoire, je vous ai parlé de quelqu'un qui va être important, parce que ça va être le chef du parti girondin, qui est Brissot, qui sont véritablement des tenants, ils sont membres de la Société des Amis des Noirs, et eux aussi, ils voudraient faire avancer un certain nombre d'idées humanitaires. En tout cas, Boris, on est en train de voir effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Je vous propose que, Boris, on fasse un petit point, parce que du coup, vous avez donné beaucoup de noms, etc. On va y revenir, bien sûr. On va aborder 1791, parce que c'est là où on va aussi pleinement rentrer, parce que vous avez dit que ça commençait dès 1789. Mais il y a un grand événement en août 1791. Mais ce que je vous propose, Boris, c'est de jouer un petit peu avec nous, pour qu'on découvre un petit peu certains noms, certaines personnalités peut-être de cette révolution. Avec qui ? Je vais vous mettre dans plusieurs situations, Boris, et il va falloir que vous me donniez les noms avec qui vous aimeriez bien faire ces différentes petites activités, ludiques ou non d'ailleurs. Boris, avec quel révolutionnaire d'Haïti vous aimeriez faire un restaurant ? Alors, honnêtement, moi tout à l'heure, je vous ai parlé d'Auger, je vous parle du Julien Raymond également. Ils ont une vraie fortune personnelle. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, il y a peut-être moyen de profiter de la vie parisienne. D'ailleurs, ils l'ont fait. Hein. Voilà. Bien sûr. Donc, évidemment, avoir un bon pécule, c'est important pour se payer un bon restaurant. J'ai testé le Testi-Crousti ce midi, c'était pas mal. À qui vous pourriez confier votre chat si vous absentez plusieurs mois ? Un révolutionnaire qui pourrait bien s'en occuper. Je crois qu'on parlait de Robespierre, il est suffisamment inquiétant pour avoir une affection pour les chats. C'est une aversion pour les chats, il faut être un petit peu inquiétant. Ouais. Très bien. Avec qui vous partiriez faire la fête aux fêtes de Bayonne ? Pourquoi pas, les férias, tout ça, ça peut être... Qui a un petit peu l'esprit de la fête, quoi ? Les personnages que je vous ai cités, je sais pas, je vous ai parlé de Libre de couleur, je vous ai parlé de la famille, notamment de Julien Raymond. Écoutez, que vous évoquiez le Sud-Ouest, c'est intéressant parce que lui, comme ses sœurs, ont été éduqués à Bordeaux. D'accord. Donc, finalement, donc connaissent cette culture, finalement, aquitaine. Parce que, finalement, c'est aussi des familles un petit peu atlantiques. Hein. Très bien. Alors, fête de Bayonne. Petite fiesta, quoi. Je crains que Bayonne, comme Bordeaux, fasse partie un petit peu de cette économie atlantique. Donc, par éthique, vous vous dites, voilà. Bayonne. Et que dans les cahiers de doléances, ils n'aient pas été totalement pour une émancipation générale. Donc, on est dans le boycott, je comprends. Voilà. Très bien. Lequel vous appelleriez si vous deviez faire une petite transat ? Voilà, si on devait prendre un bateau, un petit voilier, mettre les voiles, partir au loin à l'horizon. Et je crois que vous aimez bien la voile, donc... Alors, je vous ai parlé d'un personnage, le comte d'Estaing. Le comte d'Estaing, c'est un véritable aristocrate. Il est vice-amiral pendant la indépendance américaine. Mais lorsqu'il a eu son expérience à Saint-Domingue, c'est quelqu'un avec une certaine inconscience qui a voulu
Écoutez, dire, écoutez, le préjugé de couleur, moi j'estime qu'au bout de 2 générations, c'est terminé, et que je ferai servir dans la troupe, dans l'armée régulière, des hommes de couleur, à égalité, avec les soldats qui viennent de Bayonne ou d'ailleurs. Et donc pour ça, vous partiriez avec lui en transat. Écoutez, c'est un personnage rallié à la Révolution, D'accord. Donc vous pourriez et qui va assumer de partir à la guillotine, mais avec un certain courage. Donc on aime les gens courageux qui n'ont pas peur de partir à la guillotine. J'entends. J'avais une question sur le Cap Ferret, mais je pense que je vais la sauter parce que ça va encore rentrer dans la question des révolutions atlantiques. Qui ferait un très bon chroniqueur de plateau télé? Je n'ai pas donné le nom de la chaîne de télé, bien sûr. Je vous laisserai choisir. Vous avez une vraie curiosité. Oui, excusez-moi. J'adore étayer ce. Bien sûr. Non, mais je maintiendrai le cap. Je continue sur le côté ennuyeux. Voilà. Quelqu'un qui s'appelle Moreau de Saint-Méry. Moreau de Saint-Méry, qui a écrit, qui d'une part a été conseiller supérieur à Saint-Domingue, et surtout, il est absolument fondamental en tant que source historique parce qu'il a constitué des espèces de compilations systématiques des lois et constitutions de Saint-Domingue. Il a fait aussi une description de Saint-Domingue, publiée d'ailleurs dès les années 1797 aux États-Unis, où canton par canton, un petit peu comme Marcel Proust qui veut les souvenirs, vous savez, de son époque, et où il retrace comment était Saint-Domingue avant 1789. Canton par canton, population par population, dans une espèce de pérégrination, quartier par quartier. C'est à la fois ses souvenirs, c'est monumental, je ne sais plus combien il y a de volumes, 8-9 volumes. Et c'est aussi une source tout à fait fondamentale, mais c'est quelque chose, les mémoires de Saint-Simon, c'est rien par rapport à cette description, parce qu'il a utilisé toute une série de documentation, de ressources, etc. Et en tant que chroniqueur, c'est finalement une de nos principales sources, voire la principale source sur Saint-Domingue, à la fois sous l'Ancien Régime, voire sur les événements de 1790. Donc on reste sur le côté chroniqueur, très bien. Et la dernière question, peut-être pas la plus simple, si vous deviez appeler quelqu'un pour cacher un corps. Pour cacher un corps. Pour cacher un corps. Quelqu'un qui est suffisamment filou. Ou une tombe qui parle pas, par exemple. Quelqu'un qui parle pas. Ouais. Là, je crois que dans ce qu'on va évoquer, on va avoir du mal à cacher les corps, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Personnages. C'est des personnages qui sont les uns et les autres, les figures que j'ai évoquées ici, qui sont finalement aux prises avec des événements tellement immenses qui se révèlent des figures absolument extraordinaires. Je vous ai parlé d'André Rigaud, peut-être quelqu'un complètement oublié en France aujourd'hui, qui est Lavaux. Lavaux, c'est un général. Il est devenu général par la Révolution, parce qu'avant la Révolution, il était vaguement lieutenant-colonel et il n'avait pas vraiment de carrière. Oui, bien sûr. Et puis, écoutez, lui, il reste en poste, il est à Saint-Domingue, et à un moment, Lavaux devient la principale autorité, la seule autorité française dans la Révolution. Et c'est lui qui va avoir un rôle tout à fait central, essentiel, notamment pour négocier le ralliement d'un autre personnage dont on parlera bientôt, j'imagine, qui s'appelle Toussaint Louverture. Ce personnage de Lavaux, si on le met sur l'échiquier politique, ça serait un noble d'Ancien Régime, rallié à la Révolution, rallié à la faction jacobine, voire néo-jacobine, et quelqu'un qui restera finalement un homme de devoir. Vous vouliez un filou ? Plutôt, effectivement. Voilà, j'ai du mal parce que finalement... la droiture, je comprends. Puis c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans une situation à devoir cacher des corps. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas dans le public. Mais sachez que ça fait 40 minutes qu'il va falloir qu'on arrive en 1791. Il nous reste une grosse demi-heure. Là, il va falloir qu'on arrive à aller straight to the point, comme on dit, mon cher Boris. On arrive donc, on a fait notre petite chronique, évidemment. Ce que je vous propose, c'est que vous faisiez commencer effectivement cette révolution en 1789. On va dire que traditionnellement, on l'a fait plutôt commencer en août 1791. Est-ce que vous pourriez un petit peu synthétiquement nous expliquer qu'est-ce qui se passe en août 1791 ?
Alors, on a bien compris, désordre administratif, une guerre civile larvée, déjà avant 1791. L'événement dont on est en train de parler se situe dans le nord de la colonie de Saint-Domingue, la plaine du Cap, celle la plus importante pour les habitations, où, selon des modalités qui participent en partie du mythe, du récit légendaire, il y a une coalition apparemment de commandeurs, une coalition entre différentes plantations qui se donnent le mot pour commencer une insurrection, une révolte. Insurrection-révolte, c'est donc le 22 août 1791. Un petit peu partout sur la plaine du Cap, on voit des incendies. Ce que je vous raconte, vous êtes négociant américain, vous êtes venu chercher votre mélasse et vous regardez depuis et tout brûle. Les événements peuvent prendre différentes explications. D'abord, le système esclavagiste de la plantation, il n'est même pas besoin de justifier qu'on veuille se révolter contre lui. Deuxième élément, et là, il y a un certain nombre de figures qui sont associées, par exemple, au vaudou, à des cultes syncrétiques, qui appelleraient finalement à se révolter, à retrouver finalement un autre ordre social. Et ce qui surprend, qui abasourdit complètement finalement les témoins, c'est leur organisation. C'est aussi la manière dont ils se battent, parce qu'ils savent se battre, ils savent utiliser des armes à feu. Ça présuppose aussi peut-être qu'il y a des expériences militaires qui viennent d'Afrique. Et finalement, pendant, on va dire, l'été 1791, on perd le contrôle d'une grande partie de la colonie. Les autorités sont obligées d'admettre ce qu'elles n'avaient pas fait jusqu'à présent, c'est de négocier ponctuellement ce qu'on appelle des concordats, c'est-à-dire entre les libres de couleur et les propriétaires blancs, pour essayer de contrôler cette situation. Situation de révolte où un certain nombre de noms apparaissent. Bientôt, des noms comme Biassou, comme Jean-François, Boukman. Qu'on vous met à l'écran d'ailleurs. Alors, pourquoi pas, mais après, voilà. Il nous semble en tout cas. Boukman, on vérifiera évidemment. Boukman a été, parce que du coup, les troupes, les militaires partent à le track, est arrêté, est interrogé. Et Boukman, alors il y a un côté très impressionnant, on le décrit comme une personnalité charismatique, mais aussi comme quelqu'un qui serait très certainement un prêtre d'une religion syncrétique. Et on met en avant son ascendance sur les populations. Je vous ai donné différents noms parce qu'il y a un nom qui n'apparaît pas à ce stade. C'est un nom qui va apparaître un peu plus tard. C'est celui de Toussaint Bréda, qui, contrairement à une certaine peut-être littérature un peu facile, etc., il ne fait pas partie des premiers révoltés. Il ne fait pas partie des premiers révoltés, il ne fait pas partie du complot. Avant 1789, il fait partie de la catégorie des libres. Bréda, c'est le nom d'une plantation. Il a été libre de fait. Le gérant d'une plantation qui s'appelle Bayon de Liberta l'a utilisé comme cocher. Il est libre avant la Révolution. Petit exploitant. Le travail dans les archives a montré aussi qu'avant la Révolution, il est lui-même propriétaire d'une petite exploitation caféière, mais aussi de captifs. Ah, donc il avait lui-même des esclaves C'est une société qui est extrêmement complexe. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir peut-être un peu la simplifier avec d'un côté finalement les colons, les libres, et puis, enfin, les colons possédants, les esclaves, mais finalement il y a plein de strates en fait multiples dans cette société coloniale. Strates raciales, strates sociales aussi, des riches, des pauvres, strates statutaires.
libre, non libre, et une société finalement qui a une très grande complexité, dont la complexité va se résoudre dans la violence. Et comment est-ce que Toussaint Bréda devient l'ouverture? On se rend compte, parce que au moins dans cette période-là, il y a des négociations, qu'il va se rapprocher de Biassou, Jean-François, les rejoindre, etc. Et finalement, basculer dans cette voie révolutionnaire. Un petit moment peut-être de réflexion, parce que de toute façon, à Paris, une des premières réactions, ça a été, en avril 1792, d'accorder l'égalité des droits avec les hommes de couleur. Il a quand même fallu 3 ans pour arriver à une simple égalité, même partielle. La question, par contre, de la fin de l'esclavage n'est pas encore évoquée. Oui, mais en France, les choses se précipitent. Les choses se précipitent parce que l'année 1792, c'est aussi une autre étape de la Révolution. Jusqu'au 1792, jusqu'au 10 août 1792, il y a un roi. 10 août 1792, c'est l'assaut des Tuileries. Et de fait, cette monarchie constitutionnelle connaît une situation un petit peu de non-droit. Bon, après, il y aura une convention. Et dans cette situation, les uns et les autres, comment vont-ils se déterminer? Tout à l'heure, on évoquait la possibilité, je ne sais pas, vous êtes républicain ou royaliste? Ah voilà, alors, calmez-vous dans l'audience, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un pourcentage de... Dans l'histoire, si on essaie de... On a des pourcentages sur qui était républicain et royaliste? Alors, moi, j'aurais envie de vous dire que c'est une question qui est amusante, mais à laquelle on ne peut pas répondre, parce que n'imaginez pas de sondage ni d'instituts qui vont venir interroger à la sortie d'un massacre quelconque les gens, alors pourquoi, etc. C'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de l'année 1792, eh bien, un certain nombre de bandes organisées, de bandes qui ont pris, se rapprochent de l'Espagne. Et Jean-François, Biassou, Toussaint Louverture sont intégrés dans l'armée espagnole de Santo Domingo et on dégrade dans l'armée espagnole. Et ils défendent finalement le roi. Ah, donc ils sont plutôt, c'est des loyalistes. Bah, ils sont plutôt royalistes. Aïe, 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 aïe. Qui est royaliste dans la salle? Que dans les villes qui sont un peu qui sont encore tenues et de moins en moins par les Français, les milieux dits patriotes se sont avérés à la fois profondément extrémistes dans les paroles, mais aussi résolument partisans de la non-égalité entre les hommes. Et donc en fait, à ce moment-là, vous parlez des Espagnols et des Anglais parce qu'ils jouent un petit peu les troubles-fêtes dans cette histoire. Il y a une déclaration de guerre. Ah oui, c'est vrai, il y a la guerre, c'est vrai. Oui, il y a la guerre, c'est la guerre générale à partir d'avril 1792 contre l'Espagne, février 1793 contre l'Angleterre. D'ailleurs, il y a les colons qui rentrent en contact directement avec le cabinet Whitehall, et les Anglais débarquent en Angleterre, débarquent à Saint-Domingue en 1794. L'Espagne occupe toute une partie de la Saint-Domingue française. Et la France, en tant que telle, n'est plus représentée, je vous ai parlé tout à l'heure du général Lavaux, un peu tout seul. Okay. Dans la ville du Cap, il y a un certain nombre de personnes, Villatte, etc., qui sont des libres de couleur, des métis, qui sont encore au moins nominalement français. Et la situation, finalement, est perdue. La situation est perdue, mais il y a quand même des choses qui sont passées à Saint-Domingue. Des choses qui sont passées à Saint-Domingue, et c'est notamment des représentants, des commissaires de la République, notamment Santonax, qui ont pris une décision dans le feu des combats, mais entre Français, pour s'adjoindre finalement de renforts. Santonax et Paul Vérel, les deux commissaires de la République, durant l'année 1793, ont proclamé l'abolition de l'esclavage. Wouh, let's go. Ils sont à Saint-Domingue, ceci dit, personne ne les écoute à peu près, voilà. Bon. Cet acte, qui n'a pas une résonance immédiate, même sur place, ceci dit, il traverse l'Atlantique. Il traverse l'Atlantique parce que
on est en février 1794 et la Convention voit arriver 3 représentants de Saint-Domingue, un blanc, un métis, un noir, notamment Bellay. Et on leur apprend que les représentants de la France à Saint-Domingue ont aboli l'esclavage. Ah non, mais c'est très important d'un point de vue symbolique. 4 février 1794, une envolée lyrique de Danton absolument extraordinaire. La liberté, c'est pour tous les hommes. Alors peut-être. La Convention abolit l'esclavage. La Convention abolit l'esclavage, c'est quelque chose qui est sans précédent, qui témoigne aussi d'une radicalité de la Révolution française. Et cet acte pris par la Convention retraverse l'Atlantique. Et écoutez, les représentants de la France, pour peu qu'il y en ait encore, ils ont un papier et ça va leur permettre de négocier notamment avec un dénommé Toussaint Louverture, qui sert pour l'Espagne. Et il y a une espèce de volte-face. Je fais référence à un article d'un écrivain, d'un historien, David Gegus. Volte-face absolument imprévu de Toussaint Louverture, qui devient en 1794, finalement, général français, général républicain. Finalement, au bout du compte. Ah non, mais attendez, c'est sérieux, parce que l'engagement qu'a pris la Convention, abolition générale, il ne faut pas minorer la portée de l'événement. C'est une assemblée, c'est un acte politique qui est extrêmement important. Toussaint Louverture, d'ailleurs, on va lui donner brevet général de brigade, général de division. Toutes les personnes qui ont combattu, qui rejoignent finalement l'armée française, il y a toute une série de dossiers au service historique de la défense qui sont donnés, etc. Le citoyen, l'ouverture, général, etc. Héros de la République, on lui décerne sabre d'honneur, comme s'il combattait en Allemagne, en Italie. Et ce général Louverture, général de la République, avec l'appui de Lavaux, va progressivement reprendre la totalité du contrôle de l'île, obligeant les Anglais finalement à évacuer, signer une convention avec lui en 1798, la convention Maitland. Et il ne va pas s'arrêter là, parce qu'il va même envahir la partie espagnole et il va unifier l'île. Vous le voyez ici représenté, alors c'est une représentation image d'Épinal. On voit vraiment général de révolution à ce moment-là. Général révolutionnaire, bien sûr. Enfin, c'est assez impressionnant, presque une image presque napoléonienne. On dirait Napoléon Pont d'Arcole. C'est le même, le même répertoire interprétatif, voilà. Citoyen général. Et après cette unification justement de l'île. C'est là où les choses, c'est bien aussi de rétablir un peu de complexité. Rétablir un peu de complexité parce que. Rétablissons. Écoutez, ce personnage, il s'autonomise de plus en plus. Il s'autonomise de plus en plus. Lavaux, il s'arrange pour le faire élire en France pour qu'il s'en aille. Partir, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Il va adopter une constitution dans laquelle il est gouverneur à vie. Il va aussi adopter un règlement de culture pour remettre finalement l'île au travail, pour qu'elle puisse reproduire. Il signe des traités diplomatiques avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis. Donc tout seul de son côté, il a des relations internationales avec des traités, quoi. Et donc, dans les faits, on pourrait quand même parler quasiment d'indépendance de fait. On est en quelle année à ce moment-là ? On est entre 1798 et puis 1801. Et il se passe quoi en 1801, justement ? C'est la première constitution haïtienne, si je ne dis pas de bêtises ? C'est la première constitution haïtienne, tout à fait, dans laquelle il est... Après, on pourrait comparer ça avec les constitutions françaises de l'an 8, de l'an 10. Vous savez, il y a un premier consul qui devient aussi consul à vie. Personnage qui, finalement, n'obéit plus à Paris.
Sauf que en Europe, il y a quelque chose qui change. C'est la négociation par Napoléon Ier consul des préliminaires de la paix d'Amiens et de la paix d'Amiens. C'est-à-dire que pour la première fois, à partir de la fin de l'année 1801 et l'année 1802, la France retrouve une capacité d'action outre-mer. Ah, donc Napoléon est arrivé. Napoléon est arrivé, c'est encore Bonaparte. Hein. Bien sûr. Et entre nous, hein, quand vous voyez les archives, c'est un jeu de dupes. Hein. Jeu de dupes où officiellement Toussaint Louverture a été rayé des cadres, mais on continue à lui donner un nom, on continue à faire croire comme si on ne savait pas qu'il obéissait plus. On dit oui, mais voilà, on vous a envoyé, vous avez mal reçu notre courrier, c'est pour ça. Jeu de dupes parce que lui-même, il n'est pas complètement, surtout que, écoutez, à partir de décembre 1801, il sait que des convois sont armés. Hein. Des convois sont armés à Brest, Toulon, Anvers. Et Napoléon Bonaparte lance une expédition, l'expédition dite de Saint-Domingue. Expédition dite de Saint-Domingue qui débarque, qui commence au début de l'année 1802. Débarquement grand style. Hein, on va faire transporter comme ça à peu près une quarantaine de milliers d'hommes hein, en l'espace de 18 mois. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Oui, toute la flotte est mobilisée. Hein. La marine de commerce, vous avez des détachements entiers de l'armée qui partent. Hein. Et opération de reconquête, des combats qui sont extrêmement violents pendant 3 mois. Qui se conclut par une espèce d'armistice, un ralliement de l'ancienne armée de Toussaint à Louverture, avec une information qui arrive, c'est le 20 mai 1802. Le 20 mai 1802, la France rétablit l'esclavage. On est en 1802. C'était finalement assez flou, les intentions de Napoléon Bonaparte. Reconquérir une colonie qui voulait être indépendante, c'est pas bien, voilà. Toussaint à Louverture est arrêté et transféré en France au fort de Joux. Et pendant l'année 1802, on bascule progressivement dans tout à fait autre chose, qui n'est plus une guerre simplement de reconquête, mais qui devient une guerre totale. Guerre totale parce que les troupes françaises sont aux prises avec la fièvre jaune, avec un arrêt des communications progressif parce que les Anglais préparent le retour à la guerre, une violence de plus en plus débridée. Il y a quelque chose qui est quasiment symbolique, c'est l'utilisation de dogs. De gros chiens voilà, pour traquer, chasser les révoltés, les insurgés. Il y a des noyades collectives qui sont organisées par la flotte française où on noie directement dans la rade de Port-au-Prince, une grande ville, toutes les personnes qu'on a fait prisonnières. Et à cette violence répond une contre-violence hein, et un côté quasiment, excusez-moi, je vais dire shakespearien, crépusculaire, où les personnes qui sont en place sont progressivement abandonnées par la France, qui s'apprête à rentrer en guerre en Europe. Ils sont de moins en moins nombreux et ils perdent progressivement le contrôle de tout, avec une figure d'une personne qui s'appelle Rochambeau, le fils de Rochambeau de la guerre d'indépendance américaine, qui se retrouve à commander un corps expéditionnaire, mais totalement en perdition, jusque finalement à ce qu'il signe sa reddition au mois de novembre 1803. On vous met l'image de Rochambeau, justement. Il y a une question de Zoa dans le public qui nous pose une question. Est-ce que Saint-Domingue a été finalement un front supplémentaire au conflit de la métropole avec les États qui profitent du chaos post-révolution française ? Alors, chaos post-révolution française, c'est incontestable. En même temps, Saint-Domingue est aussi, ou Haïti, un enjeu parce que les armes des insurgés, ce sont les Anglais qui les fournissent. Hein. Eh oui, toujours eux, bien sûr. Non, mais... et puis, il y a un côté terrible
parce que je vous ai évoqué les pertes, parce que sur les dizaines de milliers d'hommes qui sont partis, très peu vont revenir. Ceux qui ne sont pas morts de la fièvre jaune, ceux qui ne sont pas morts dans les combats, vont être faits prisonniers et vont être mis sur des pontons par les Anglais, notamment à la Jamaïque. Et il y aura très peu de survivants, finalement. Deuxième chose, c'est aussi la question morale. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont envoyées, des soldats qui sont envoyés, qui sont des militaires de la Révolution, de l'an 2, et qui se posent des questions, mais qui sommes-nous? En face, ils ont aussi un drapeau tricolore. En face, ils ont les mêmes chants que nous. En face, ils ont des grades comme nous. Et on est en train de faire la guerre, mais pourquoi? Situation morale, basculement moral aussi, parce que, écoutez, peut-être qu'on pourrait parler d'un ascendant moral de la France après 1794, mais c'est l'Angleterre qui, en 1807, abolit la traite. C'est-à-dire qu'on va rentrer aussi dans un moment de notre histoire nationale qui est peu défendable, peu réjouissante, et puis aussi avec un désastre complet. Désastre complet qui s'achève effectivement. Rochambeau, quand il va partir de captivité, ce que les Anglais, finalement, à un moment, ils vont l'échanger, et il mourra à Leipzig. À Leipzig en 1813, je crois, d'un boulet de canon, c'est-à-dire d'une défaite. Allez, une vie rondement menée. Donc, on était un petit peu revenu en arrière. Là, c'est vrai qu'on parle de violence, de chaos. Et là, c'est vrai qu'on commence à entrer dans une autre... on parlait quasiment d'autonomie avec Toussaint Louverture, mais se forge dans cette guerre quand même cette nation haïtienne et cette envie à ce moment-là d'indépendance qui va commencer à déboucher en 1803-1804. Oui, parce que j'ai évoqué un petit peu les circonstances où vous avez... C'était pas le micro. Vous avez un certain nombre de... Super. Écoutez, on parlait tout à l'heure des marrons et des communautés marronnes. Vous avez aussi des révoltés. Vous avez aussi les libres de couleur. Vous avez aussi un certain nombre d'insurgés. Et dans cette guerre d'indépendance, il y a des moments qui sont très forts. Par exemple, la réunion de l'Arcaille, où les uns et les autres, les différents chefs se réunissent pendant l'année 1802 pour finalement s'unir, pour chasser l'envahisseur, pour chasser le corps expéditionnaire. La nation haïtienne se forge aussi dans la guerre contre la France. Je parle de nation haïtienne parce que ce sont à la fois les anciens esclaves, ceux qui se sont libérés, les libres, avec finalement une fusion de ces différentes catégories sociales, avec un poids qui va être très important pour la suite, ça va être celui de l'armée haïtienne. 1803-1804, on vous parle de généraux. Le pouvoir haïtien va être très durablement marqué par le souvenir de cette guerre d'indépendance et toute une série de généraux qui vont se succéder au pouvoir au XIXe siècle. Ça va être un pouvoir d'essence militaire. Ça va être aussi une organisation sociale qui va être organisée sous la modalité, alors on parle de caporalisme agraire, où l'armée va contrôler la plaine, va contrôler l'économie, va contrôler notamment le retour à une certaine forme de production. On va recréer un délit de vagabondage. On est obligé, si on n'est pas soldat, si on n'est pas commerçant, de continuer à habiter sur place. De toute façon, l'État haïtien a besoin de revenus, a besoin de rentrer, a besoin de faire du commerce avec les Anglo-Américains, ne serait-ce que pour se prémunir d'un éventuel retour des Français. Et justement, on va en parler de tout ça, et notamment, il est important de faire du commerce, et on va revenir notamment pour une question très importante, qui est la question de la dette haïtienne, un sujet sur lequel vous avez travaillé. Mais justement, quand se proclame justement cette nation, et quel va être son projet politique? Est-ce que c'est un projet uni? Est-ce qu'il y a des dissensions? Comment est-ce qu'on va dire au lendemain de 1804, on va dire cette indépendance se formule-t-elle? Alors cette indépendance, il y a un certain nombre de choses symboliques. Haïti,
C'est revenir finalement au nom d'avant Christophe Colomb, le nom des Amérindiens qui sont là. C'est le drapeau haïtien, le rouge, le bleu, et on a retiré le blanc, qui faisait référence aussi aux Européens. C'est une nation qui se crée, mais qui va rentrer très vite, tout de suite, dans une guerre civile. Dans une guerre civile qui va opposer le Nord à l'Ouest, avec... parce que finalement, la légitimité des uns et des autres, elle est militaire. Et donc, des guerres civiles qui vont continuer durablement, avec un royaume qui s'installe au nord d'Haïti, une république qui s'installe à l'ouest et au sud d'Haïti, qui sont dans les années 1810 en guerre ouverte, les uns contre les autres. Un des grands enjeux d'Haïti, alors c'est finalement la République avec Pétion puis Boyer qui vont réussir à s'imposer. Mais cette République aussi, elle souffre d'un vrai problème, c'est la non-reconnaissance internationale, la non-reconnaissance diplomatique. Non, mais parce que aujourd'hui, proclamer que Haïti, c'est la première république noire, dans le contexte d'un premier 19e siècle, c'est un État paria. Mais c'est vraiment impossible d'imaginer un État comme ça à cette époque. Mais je ne vais pas vous rappeler un certain nombre de dates, mais par exemple, la Grande-Bretagne n'abolit l'esclavage officiellement qu'en 1833, la France en 1848. Et là, vous avez un gouvernement de fait qui, finalement, remet en cause tout. Ensuite, il y a cette question de la violence, de cette révolution. C'est-à-dire que les uns et les autres refusent de reconnaître officiellement Haïti. Et le pays qui a la main là-dessus, c'est la France. Oui, parce que c'est la France qui, finalement, au moment du concert des nations, que ce soit en 1814-1815 au Congrès de Vienne, c'est la France qui éventuellement peut avancer. La négociation va aboutir en 1825 par le gouvernement de Charles X, donc la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Donc Charles X, c'est la Restauration. C'est la Restauration. C'est après Napoléon, etc. Voilà, donc vous avez après, vous savez que Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Voilà, bon, il n'y a plus d'empire en France, du moins jusqu'à Sainte-Hélène. Jusqu'à Sainte-Hélène. Donc il y a un retour de rois. Donc les rois qui reviennent, écoutez, c'est les frères de Louis XVI. Hein. Ils sont de retour. Et donc Charles X sur le trône. Louis XVIII, Charles X. Qui arrive lui à Sainte-Hélène, du coup. Et il s'agit de négocier. Il s'agit de négocier, mais négocier quoi exactement ? Ma thèse, c'est que le gouvernement de la Restauration est suffisamment pragmatique pour ne pas envisager un retour. Par contre, il faut voir les modalités d'une relation préservée entre la France et Haïti. Relation préservée, c'est par exemple des liens économiques. Seront-ils privilégiés ? C'est la question des propriétés. Parce que les propriétaires d'habitation, les propriétaires de maisons, écoutez, sont partis. Mais en même temps, les biens en question sont toujours là et ont été occupés. Il y a un très vaste transfert de propriétés, de biens. C'est aussi une révolution à ce niveau-là. Oui. C'est une révolution économique. Les habitations dont on montrait tout à l'heure, ça continue à des structures économiques. Il y a notamment un certain nombre de généraux, pour faire simple, au moins eux, qui ont récupéré un certain nombre d'habitations. Le gouvernement de la Restauration, dès Louis XVIII, vont chercher à voir comment on peut avancer là-dessus et se pose la question d'une indemnité. Allez. Une indemnité. Et donc, du coup, il va falloir statuer sur un prix de cette indemnité. Un prix de cette indemnité. Alors, je me propose, est-ce que certains ici ont une idée du prix de cette indemnité ? On est en francs or. Messieurs, dames, à combien c'est ? On peut faire un petit juste prix, bien sûr. 20 francs ? Pourquoi pas ? C'est plus. On parle de la perle des Antilles, quand même. Hein. C'est plus. 100 millions ?
C'est moins. 300 millions, on a dit devant, c'est moins. 20 millions, c'est plus. 200 millions, on se rapproche, mais c'est moins. 180, on se rapproche, mais c'est moins. 169, non, c'est moins que 175 aussi. C'est 150 millions de francs or. Et c'est juste l'indemnité, parce qu'on n'a pas encore parlé des frais et des... bien sûr, c'est absolument génial. Il reste encore que l'indemnité en elle-même. Il y a bien sûr des intérêts pour les prêts pour payer l'indemnité, bien sûr. Bon, c'est une question qui dure. Allez, top là, je signe. Oui, mais l'État haïtien, c'est un État qui est en devenir. C'est-à-dire que ses principales ressources sont finalement assez modestes. C'est des ressources liées à l'exportation de denrées, donc le sucre moins, le café. C'est-à-dire que l'État haïtien, c'est 150 millions... on lui a un peu arraché, hein, voilà. On lui a un peu arraché, notamment le négociateur en chef, le baron de Mako, je ne sais pas si vous avez une image, mais peu importe. Bien sûr. Bon, il est quand même venu signer le papier avec une escadre, hein, voilà, pour bien montrer. Bon, vous signez quand même. Alors, il y a une question qu'on nous pose qui est très difficile Est-ce qu'en euros, on a une estimation de combien ça coûterait en francs? Je ne me risquerai pas à ça et vous allez comprendre pourquoi. Très bien, c'est bien noté. 150 millions, donc cette somme est prêtée par des banques. À l'État haïtien. Ces 150 millions sont censés rembourser un certain nombre de propriétaires où on fait des calculs très compliqués, parfois un peu difficiles à suivre, pour savoir combien ça valait avant 1789. Alors, il y a même des escrocs qui cherchent à se faire payer, etc., plein de choses comme ça. Des sommes qui parfois ne sont pas très importantes, parce qu'il y a des décodes systématiques qui sont opérées. Et donc, on prend la valeur du bien, la valeur estimée du bien. Alors, si vous avez un acte notarié, vous avez vendu en 1788 pour évaluer la valeur 1789, facile. Si vous n'avez pas d'acte notarié, si vous étiez pauvre, par exemple, vous n'aurez rien. Voilà. Et on se rend compte que dans les faits, ceux qui ont réussi à avoir de l'argent, c'était les grandes familles déjà très bien introduites et qui avaient les moyens de se payer des avocats pour monter des dossiers. Les temps ne changent pas vraiment dans l'absolu. Somme finalement qui est devenue assez complexe parce que l'État haïtien va s'avérer assez vite défaillant dans ses remboursements. Vous ne payez pas la banque, je sais pas, on paye des agios, etc. Et vu les enjeux un petit peu politiques, l'État français va se substituer au remboursement que devait l'État haïtien auprès du consortium bancaire. Et donc, on arrive dans une situation quasiment c'est l'expression consacrée par l'histoire, de double dette d'Haïti. Dette finalement par rapport aux banques, dette par rapport à l'État français. Et ce remboursement des dettes est tellement important que la somme initiale, de toute façon, Louis-Philippe va la diminuer, on va passer de 150 à 90 millions. Mais l'État haïtien va finir de payer, dans le meilleur des cas, dans les années 1880, on ne sait même pas exactement, il y a plusieurs dates qui courent. Il a certainement payé plus que ce qu'il devait. Parce qu'il y a une espèce de désordre financier, désordre bancaire. Et la vraie question, c'est que finalement, cet État haïtien, ça lui a coûté très cher, parce que c'était un État qui était pauvre, qui a dû s'endetter, avec des cérémonies ou quasiment patriotiques, où les enfants d'Haïti donnent leur écho, voilà, pour payer ce qu'on doit à la France. C'est vraiment devenu une affaire nationale, un enjeu national. Un enjeu national largement oublié en France, mais qui, en partie, a obéré, a fragilisé durablement, au moins peut-être le renforcement, la constitution d'un État haïtien. Il y a des questions dans le chat, dans le public, pardon. Vous êtes un public, hein, bien sûr, le chat est sur Twitch. Il y a des questions. Peut-on comparer les 150 millions de francs or au prix de vente de la Louisiane, par exemple? C'est une question un peu compliquée peut-être, mais parce que la Louisiane, du coup, a été vendue à peu près dans les mêmes années. 1803. 1803, exactement.
Alors, j'ai plus en tête le chiffre pour la Louisiane, mais c'est beaucoup moins cher. Je Voilà. regarde. Qu'ensuite, écoutez, les États-Unis, d'abord, bah, oui, mais le développement économique des États-Unis est tout autre qu'Haïti. Hein. 80 millions de francs or pour Voilà. la Louisiane. Sympa pour la Louisiane. Peut-être qu'on peut comparer ça davantage, parce que c'est la même année 1825, au milliard des immigrés. 1825, les immigrés qui rentrent en France au moment de la Restauration obtiennent le paiement par l'État à l'État français de ce qu'ils ont perdu, leurs bois, leurs forêts, leurs châteaux, 1 milliard. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans ce moment-là, dans une grande période de réparation, hein. De réparation, de transfert financier. Le Brésil, qui devient indépendant, paye aussi l'État portugais. Il y a des transferts financiers un petit peu dans tous les sens, dont profitent les banques, hein, voilà, principalement. Et cette question de la dette d'Haïti, c'est vraiment quelque chose qui est profondément lancinant dans la conscience nationale. Conscience nationale haïtienne, parce que les élites haïtiennes au XIXe siècle sont des élites très largement francophiles, francophones, où on va continuer à venir se former en France. Il y a un luxe entre le cristal de Baccarat, entre un certain nombre de choses qu'on va continuer. Une littérature en langue française. Vous avez aussi des missionnaires, les frères de Paul Hermel, qui continuent d'aller en Haïti pour les écoles. Des liens finalement culturels qui sont importants. Et cette question de la dette qui à la fois est lancinante, alors que Haïti est aussi confronté à une instabilité politique très importante. 1916, Haïti est, comment on va dire, il y a la grande démocratie du Nord qui débarque en Haïti. Parce qu'elle-même, je parle des États-Unis, Haïti leur doit de l'argent et les Américains, les États-Unis, vont se payer directement sur Haïti pour se faire rembourser. Et ces premières interventions extérieures américaines, voilà, notamment à Haïti. Après, on ne va pas épiloguer sur les interventions extérieures américaines. C'est un début. Pour le bien, la démocratie et sur cette dette, c'est la dernière question que je vous pose. Après, on va passer aux questions du public qui est avec nous. Alors, cette dette, un dernier point, oui. Cette dette, c'est quelque chose de tout à fait d'actualité. Ah, voilà, parce que le New York Times a fait une une en 2022 qui a fait une sensation. C'est la double dette d'Haïti. La France doit rembourser l'indemnité d'Haïti. Et une espèce de bombe qui explose comme ça dans les relations internationales. Le New York Times s'est appuyé sur un certain nombre d'économistes où ils expliquent que, écoutez, au minimum, la France devrait un peu plus d'une vingtaine de milliards de dollars à Haïti. Mais vu que c'est calculé aussi en retard de développement, la somme peut monter à plus de 100 milliards, 130 milliards de dollars. Voilà. 150 millions de francs or. Je refais le calcul quand même parce que. Mais non, mais là, c'est des dollars actuels. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est pour recompter, faire la conversion. Oui, mais parce qu'on a calculé, c'est des calculs très savants. Et là, je lance, je parlais de chat tout à l'heure, un coup de patte de nos amis économistes qui ont des calculs très, très compliqués, très élaborés. Ce n'est pas de mon niveau. Parce qu'on en arrive à cette notion de retard de développement. S'il n'y avait pas eu cette indemnité, Haïti aurait dû être plus riche en termes de PIB, de temps, de ça, etc. Et donc, voilà. Le calcul, il est très intéressant. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, en quelque sorte, c'est la mémoire. C'est-à-dire que cette question aussi, elle est toujours d'actualité. J'évoquais tout à l'heure, écoutez, en 2004, le président Chirac a oublié de fêter la victoire d'Austerlitz. Parce qu'en 2004, lorsqu'on parle de Napoléon Bonaparte, il y a la question d'Haïti qui est déjà là. Hein. 2005, pardon. De la même manière, cette question de l'indemnité d'Haïti, vous avez le président Macron qui a réuni une commission d'historiens, vous savez, des grandes commissions mémorielles, pour savoir exactement ce qu'il en est de cette indemnité, combien on a payé, est-ce qu'on a encore des archives, est-ce qu'on pourrait dire des choses comme ça. Et c'est des vrais sujets internationaux, diplomatiques, mais aussi
de réputation. Un peu comme ce qui avait été fait sur le Rwanda aussi il y a quelques années, où il y avait eu un rapport qui était sorti sur le sujet et sur, on va dire, l'impact de la France sur le génocide Tutsi au Rwanda. Merci beaucoup Boris De Sueur, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Évidemment, vous imaginez bien que c'est compliqué en 1h15 de résumer un sujet aussi complexe qu'Haïti. Et c'est vrai que la révolution haïtienne, et surtout qu'on aimerait simplifier par moment. Mais on va en profiter d'avoir 10 minutes, 10-15 minutes pour, si vous avez des questions, il y en avait pas mal auxquelles on n'a pas pu répondre et que vous avez posées dans le Google Doc. Donc on peut en profiter pour que vous puissiez les poser de vive voix si vous le voulez. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre. Question au premier rang. On adore le premier qui pose la question. C'est super. Bonjour, merci d'avoir pour cette conférence très intéressante. Moi, j'ai une question par rapport à l'Espagne. Donc, l'île, si j'ai bien compris, était séparée entre la France et l'Espagne. Et vous avez évoqué que sous Toussaint l'Ouverture, ils avaient occupé la partie espagnole. Comment ça a évolué par la suite? Quelle a été la réaction de l'Espagne vis-à-vis de cela? On vous remet la carte aussi d'ailleurs. Alors, un des effets de l'expédition française, ça va être de mettre un gouverneur qui s'appelle Caverso, spécifiquement pour la partie espagnole. Les Français rétablissent en quelque sorte cette division et la partie Santo Domingo va chercher à défendre son indépendance face à la révolution haïtienne, jusqu'à ce que dans les années 1820-1822, la partie haïtienne s'empare de Santo Domingo jusqu'en 1847. C'est un sujet, après ça peut paraître surprenant qu'une île soit séparée entre deux États, deux gouvernements. C'est encore le cas aujourd'hui, avec d'ailleurs des modèles de développement très, très différents. Santo Domingo, vous connaissez peut-être, c'est Saint-Domingue des vacances, les grandes stations balnéaires. Haïti, c'est une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus tendue. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus haut là, bien sûr. Sylvain peut poser sa question. Bonjour. Moi, j'ai une question. C'est que Haïti, du coup, a été un peu une révolution qui était un peu exceptionnelle dans l'histoire de la France, car elle a profité un peu de pas mal de crises que traversait le pays à ce moment-là. Les indépendances suivantes arrivent qu'en 1940 et 1960. Comment, du coup, la France décide de se renforcer pour éviter à nouveau un tel scénario? Donc là, votre question, elle est plus sur le 19e siècle, le 20e siècle. En fait, je veux savoir comment la France a fait pour, du coup, la révolution entre Haïti et puis elle a subi quand même d'autres indépendances plus tard. Comment la France a réussi à éviter à nouveau un tel scénario entre ces deux périodes? Je ne suis pas sûr que si vous voulez faire du comparatisme historique, la France ait évité la répétition de désastres coloniaux. Oui. Voilà, il me semble qu'au XXe siècle, que ce soit l'Indochine, l'Algérie, voilà. Peut-être pour avoir une conclusion, je ne sais pas sur votre question, quand finalement les actions ne sont pas en accord avec les principes, ça se termine très mal. D'autres questions aussi? Juste à côté, bien sûr, on redescendra après aussi. Merci. Une petite question, parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait que, à ce moment de son indépendance, Haïti est devenu un État un peu paria. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'influence peut-être des idées, autant par rapport à esclavage ou des hommes libres ou du soutien? Par exemple, Haïti avait hébergé Bolivar avant qu'il reparte au Venezuela. Donc, est-ce que ça a eu influencé peut-être d'autres révoltes, d'autres guerres, d'autres éléments? Alors, la question... mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire, tout à l'heure on parlait de restauration, mais il y a un souverain Bourbon en Espagne au moment de la Restauration. Et ses cousins français, par principe, au moment des révolutions bolivariennes, vont aussi éviter de reconnaître Haïti pour ne pas créer un précédent
en Amérique latine. Effectivement, le Haïti, la République de l'Ouest, va servir d'entrepôt pour les armements, pour un certain nombre d'expéditions Miranda, notamment. Mais en même temps, c'est aussi un État paria, quoi. Tous les autres feraient ça de manière non officielle, et à Haïti, on peut se livrer à tous les trafics. Autre chose, considérez quand même que les États-Unis ne reconnaîtront l'indépendance d'Haïti qu'en 1862. Hein. Il semblerait qu'ils aient un vrai problème durable avec l'esclavage aussi, hein, et avec la question de couleur. Et je vous conseille pour ça les travaux de Claire Boris-Mariotti, qui aurait été notre intervenante ce soir, parce que justement, elle a travaillé sur toutes ces questions, notamment de l'influence d'Haïti en tant que république noire sur notamment les communautés d'esclaves, notamment aux États-Unis, et sur les communautés justement afro-descendantes. Donc voilà. J'ajouterais aussi, vous savez, par rapport à l'exemple d'Haïti, quand je parle d'État paria, mais c'est aussi une inspiration pour un certain nombre de républicains. Victor Schœlcher a écrit une biographie de Toussaint Louverture, hein, qui est très intéressante, très correctement renseignée, et qui mérite d'être lue. Hein. On a une question à droite, là-bas également. Question sur les sources. Quelles sont les sources principales utilisées pour l'étude des événements de la Révolution haïtienne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sources vernaculaires issues de la production des peuples colonisés, ou est-ce que c'est principalement des sources militaires coloniales? Le terme vernaculaire dit que ça bosse en histoire. On aime ce genre de questions, c'est super. Pas forcément intéressant pour tout le monde, mais... Si, c'est très intéressant, très bonne question. Alors, je ne vais pas revenir sur les sources militaires. Ceci dit, parfois, vous avez des rapports très circonstanciés dans un style, je dirais, presque gendarme, qui est très intéressant, factuel. Qu'ensuite, vous avez les négociants. Les négociants, parce qu'on continue à faire du commerce, hein. Vous avez des éléments qui sont très intéressants, qu'on peut encore trouver aujourd'hui dans les maisons de commerce nord-américaines, anglaises, qui continuent à faire du commerce, à récupérer un certain nombre de productions. C'est aussi des lettres, toute une correspondance, parce que je vous ai évoqué un certain nombre de personnalités, hein, qui savent écrire. Les personnages dont je vous parlais tout à l'heure, Rigaud et compagnie, ils ont été éduqués dans des collèges à Bordeaux, et ils savent écrire, ils ont un métier, ils ont laissé des choses. Dernière source, vous parliez de sources vernaculaires. Il y a toute une production d'historiens haïtiens dans les années 1840-1850 qui vont revendiquer aussi d'avoir été interviewés, interrogés sous une forme d'histoire orale, les derniers témoins de cette époque. Et c'est là où on a des figures, je ne sais pas, on aurait pu parler de Romane la prophétesse, etc., qui apparaissent aussi. C'est une mémoire dans les années 1840 qui est encore perceptible. Des témoins, peut-être aussi des mémoires familiales. Et puis, en même temps, alors il y a des sources qui sont tout à fait parcellaires, tout à fait éclatées. Alors les archives administratives, c'est façon puzzle parce que les navires n'arrivent plus, il leur manque des choses. Le commissaire de la marine, il a été tué, donc oui, mais qui écrit, on ne sait plus. Bon, d'accord. Mais il y a plein d'autres choses qui se produisent. C'est aussi une révolution. Donc une révolution, le fait que les archives soient dans cet état-là témoigne aussi du désordre révolutionnaire. Hein. C'est aussi un élément peut-être à contrario des choses qui se passent. Non, il y a plein d'éléments, plein de choses. Merci beaucoup pour cette excellente question. Dernière question, on a posé peut-être à gauche, là-bas. Hop là, super. Bonsoir, merci pour votre intervention déjà. Je vais répondre à la question précédente, histoire de donner une petite source, et ensuite je pose ma question, désolé. Pour moi, la meilleure source sur la révolution haïtienne, c'est L.R. James, Les Jacobins noirs, Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue. C'est assez exhaustif sur ce qui s'est passé, c'est environ 500 pages, et voilà. Pour moi, c'est le meilleur ouvrage sur le sujet. Ensuite, ma question elle porte brièvement sur la figure qui était Dessalines. Vous n'avez pas eu le temps de l'évoquer. Tout à fait. On a juste parlé de Toussaint, qui est une figure, comme on a pu le voir, assez complexe. Dessalines l'était aussi. Est-ce que vous pouvez brièvement rappeler qui il était et qu'aurait
Et qu'est-ce qu'il aurait pu devenir aussi, parce que Alors, on connaît. une première remarque, vous parlez de Cyril Lionel James, les Jacobins noirs. C'est un livre qui est important, mais littéralement, ce n'est pas une source. C'est un livre d'histoire. Et Jacobin noir, c'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'il est vraiment pionnier à vouloir, Jacobin, c'est un écrivain de langue anglaise, hein, associer finalement le club des Jacobins à Paris et montrer que les événements d'Haïti, Saint-Domingue, s'inscrivent aussi dans un discours politique, dans un référentiel politique. Alors, je me rends compte que je viens d'oublier. Ah oui, alors Dessalines. Dessalines, des recherches très précises, très minutieuses, permettent de supposer très fortement que Dessalines est lié à Toussaint Louverture avant la Révolution. C'est très certainement un des esclaves de Toussaint Louverture. Ah oui. Il le suit, il l'accompagne, et Dessalines finalement accompagne Toussaint Louverture, c'est son nom, mais Dessalines se signale dès les années 1789-1800 par sa très grande violence. Il y a dès les années 1789-1800 une guerre entre Toussaint Louverture, on parle de la guerre du Sud, notamment contre un certain nombre de généraux métis, mulattes du Sud. Dessalines, c'est celui qui émerge pendant la révolution haïtienne, la guerre d'indépendance haïtienne, donc de 1802-1803, et c'est lui qui effectivement prend le pouvoir. Mais Dessalines, après l'évacuation, Dessalines procède à une exécution systématique des prisonniers. Dessalines a un côté maximaliste. Je parle de violence. Bon, il y a un travail de thèse qui vient de sortir là-dessus, mais en même temps, considérer qu'on est dans une période révolutionnaire, parce que des massacres pendant la Révolution en Europe, il y en a plein. Hein. C'est-à-dire que peut-être que cette violence, elle est aussi révolutionnaire. Mais en même temps, Dessalines, écoutez, Dessalines, il y a des liens avec les Britanniques, avec les Américains, mais Dessalines, finalement, il n'est pas possible de négocier, de discuter avec lui. Dessalines finit par être trahi, par se suicider, et va lui succéder dans le Royaume du Nord Christophe, mais aussi dans le Sud, un contre-pouvoir, la République. Dessalines, c'est la figure un petit peu terrible de la Révolution. Dessalines, voilà, vous avez compris, il massacre les prisonniers, hein, ceux qui sont restés après. Merci beaucoup pour cette question et cette remarque aussi. C'était très intéressant. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Ça signe du coup la fin de notre conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je le disais, évidemment, comme je le disais, la révolution haïtienne, c'est un sujet éminemment complexe, et j'espère qu'en tout cas, ça vous donnera l'envie d'aller creuser le sujet. On espère qu'on a ouvert des portes ce soir et qui vous donneront peut-être envie d'aller chercher un petit peu plus pour ceux qui ont découvert le sujet ce soir. On vous met aussi un petit QR code juste on adore les QR codes. Et donc, si vous voulez mettre un petit commentaire, ce que vous avez aimé, moins aimé, voilà, c'est nous faire les réflexions. On prendra aussi un petit peu de temps pour discuter juste après, prendre des photos si vous le désirez aussi, partager vos réflexions. Donc voilà, à l'extérieur de l'amphithéâtre, bien sûr. J'ai une dernière question pour vous, Boris Le Sueur. Ce qu'on aime bien demander à chaque fois à nos intervenants, c'est une recommandation. Une recommandation, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un livre, pour que les gens partent de cet entretien avec quelque chose, une source de réflexion, quelque chose à regarder. Ça peut être un voilier aussi, c'est comme vous voulez. C'est des références, forcément, j'ai complètement en tête, mais bien sûr, il semblerait que je sois un peu au bout de course. Et alors, une référence parmi celles que vous nous aviez. Dans les références que j'avais pu envoyer, que je ne vais pas retrouver ici. Celle qui vous vient, sinon celle qui vous vient. Écoutez, je ne sais pas si vous aimez la bande dessinée. Jean-Louis Bourgeon, Les Passagers du Vent. C'est à la fois une très belle bande dessinée. À l'époque, dans les années 80,
Les censeurs s'insurgeaient un petit peu, comme tout bon censeur, parce que bon, y a parfois des scènes un peu lestes, mais pas tant que ça. Et c'est un dessinateur qui a fait un très gros effort de documentation. Notamment, il a utilisé le journal de la Marie Séraphique, qui est conservé au château des Ducs de Bretagne à Nantes. C'est un mémoire de bord, un journal de bord illustré d'un navire négrier. Et vous voyez absolument tout, les chiffres, etc. Il a fait un énorme travail de recherche historique. Et j'en parle parce qu'il évoque à la fois la France, la traite, le comptoir de Judas, Saint-Domingue. Et dans les derniers épisodes qu'il a fait, il évoque aussi la révolte donc de 1791. Une bande dessinée de très grande qualité. Vous pouvez rappeler le nom, s'il vous plaît? Bonjour, les passagers du vent. Bonjour les passagers du vent. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. C'était un vrai plaisir de vous avoir. J'en profite pour saluer aussi, tout particulièrement dans le public, évidemment, ceux qui sont juste devant la caméra centrale. La team RP, là, ceux qui sont sur Twitch, je vous les connaissais. Regardez, les petits excités du bocal, là, ils sont là. On fait plein de trucs avec eux. Ils avaient ramené leurs types emotes. Ils font les timides, là, mais je les vois. Merci beaucoup à eux, bien sûr. Merci beaucoup à toutes et tous. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Franchement, c'est la 4e étape, l'avant-dernière étape, puisque demain, on partira sur un sujet bien plus fun, la Révolution allemande de 1918. Donc, ça va être absolument génial. Ce sera à Bordeaux. Merci à toutes et tous. Merci de nous avoir suivi en live. Si ça vous intéresse, le replay de cette conférence et toutes les précédentes sont disponibles sur YouTube et en podcast. Merci beaucoup tout le monde. On passe une bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao, ciao!